le monde d'après de cette semaine, nous allons parler de ruralité et de développement d'un territoire avec Marie Langendries. Elle est la coordinatrice du GAL Culturalité en SB Brabançonne, une structure très active dans 7 communes de l'Est du Brabant wallon. Bonjour Marie. Bonjour François. Alors on se trouve ici au Stampia, c'est un endroit qu'on connaît à travers les baladins du miroir qui sont installés ici, mais on le sait moins, c'est aussi le QG du GAL Culturalité en SB Brabançonne. Tout à fait, depuis 2017, on a la chance d'être hébergés aux côtés des baladins du miroir qui nous ont laissé une belle place au sein du site du Stampia. Et donc on est très heureux de vivre ici au jour le jour, même si notre actions prennent place essentiellement sur le terrain. Et on travaille sur le site du Stampia avec les baladins, surtout sur les questions de biodiversité, puisqu'on gère en commun d'un point de vue biologique, biodiversité, le site du Stampia. Alors on parle régulièrement du GAL Culturalité en SB Brabançonne, mais le grand public ne sait peut-être pas ce que c'est exactement un GAL. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer simplement ? Alors le GAL, c'est l'acronyme de groupe d'action locale. Les groupes d'action locale sont des organisations qui sont souvent des ASBL, en tout cas en région wallonne, et qui naissent grâce à une mesure européenne qui s'appelle LEADER, pour liaison entre actions pour le développement économique et rural. Et donc c'est une impulsion européenne qui permet aux territoires ruraux de développer des projets en matière de développement rural et donc avoir une approche vraiment transversale du développement des régions rurales. Donc il y en a un petit peu partout en Europe en fait. Il y en a 2800 en Europe, assez précisément, et donc ça couvre quand même un territoire assez important dans l'Union européenne, puisque environ 60% de la population rurale est touchée par ces GAL leaders en Europe. Et quand on sait que voilà, 57% du territoire européen sont des zones rurales, on remarque que les GAL couvrent quand même pas mal de territoires. Il y a donc des dossiers qui sont rentrés. Ne devient évidemment pas GAL qui veut. Effectivement, la procédure qui fait naître un GAL est une procédure d'appel à projet. Et donc tous les 6 ans, les territoires qui le souhaitent, donc composés de plusieurs communes, constituent leur candidature, mènent une réflexion sur l'état des lieux de leur région, sur les défis qui sont les défis de leur région, élaborent une stratégie et définissent des actions qui font sens et qui sont à mener pour les 6 années à venir. C'est vraiment l'ADN même de la mesure leader, c'est cette dynamique ascendante en fait, donc bottom-up où vraiment on va mettre en œuvre des projets qui ont du sens pour ce territoire donné par rapport aux défis de ce territoire. Il y a toute une série d'autres critères qui permettent aussi de caractériser la philosophie leader. J'ai parlé de plusieurs communes, la supracommunalité est un de ces critères. Et donc, ici en région wallonne, ce sont au moins 3 communes qui doivent s'associer ensemble avec ces acteurs publics et privés pour pouvoir développer des projets et déposer cette candidature. Oui, et donc il faut se battre tous les 6 ans, évidemment, puisque les GAL ne sont pas immuables forcément. Il y a toujours un peu cette menace qui pèse. En tout cas, c'est challengeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tous les 6 ans, effectivement, on remet le travail sur l'établi, on se remet en question. La force de ce processus un peu itératif, finalement, où on se remet en question, on évalue nos projets, on se remet en question sur les nouveaux défis du territoire, ses nouveaux besoins, et on peut adapter, réorienter, changer le cap éventuellement des projets qui sont menés. Malheureusement, les défis ne sont pas tous réglés en 6 ans, donc souvent on se retrouve avec des défis un peu similaires, mais on essaye d'être innovant dans les nouvelles actions qui sont proposées. Et ces actions, elles sont proposées par les communes, mais aussi par les citoyens, le réseau associatif, les entreprises, les agriculteurs du territoire. Et voilà, cette notion d'innovation et de pouvoir mener des actions un peu créatives, nouvelles, qui peuvent rencontrer un certain succès auprès des citoyens de cette région notamment, c'est vraiment une caractéristique de leader également. Alors vous avez cité le nombre de GAL qu'il y a au niveau européen. En Belgique, il y en a pas mal aussi, mais quand on regarde la carte, on voit qu'ils sont vraiment localisés dans un axe qui descend vers le Luxembourg, avec un petit peu les extrémités des provinces de Namur et de Liège. Tout à fait. Donc il y a une série de GAL en Flandre et puis en Wallonie. Puisque c'est la région wallonne qui gère les connexions directes avec l'Europe dans le cadre de cette mesure et qui définit les lignes directrices un peu plus précises pour ce programme leader. Donc en Wallonie, il y a 20 GAL
20 groupes d'action locale qui naissent pour une période de 6 années, qui sont parfois reconduits, parfois pas. Puis il y en a des nouveaux qui se créent. Et effectivement, les zones les plus rurales de la région wallonne sont évidemment fortement couvertes par ces groupes d'action locale. Et nous sommes 2 en Brabant wallon. Donc le GAL Pays des Quatre Bras qui couvre les communes de Genappe, Villers-Saville, mais aussi les Monts-du-Villers dans la province du Nord, et puis notre GAL. Comment est né celui dont vous êtes la coordinatrice, celui du GAL Culturalité? Qui a impulsé le mouvement à la base? C'est une combinaison de plusieurs forces vives, vraiment. Il y a une volonté des communes, des 6 communes dans un premier temps. Perouet a rejoint la démarche un peu plus tard, au bénéfice d'ailleurs des projets. Mais donc une volonté des communes, des élus, mais aussi du réseau associatif, et notamment le Centre culturel du Brabant wallon, le CRAB à l'époque, ont été très actifs dans l'initiation de la première candidature, mais aussi la SARCI et M. Zone à l'époque qui avait vraiment participé et qui a suivi aussi toute l'évolution du GAL par la suite. Et donc voilà, ce sont ces forces vives ensemble qui ont sélectionné un auteur de projet qui a élaboré la première candidature qui a été retenue en 2002. Voilà, pour mener le premier programme Leader. Vous êtes là depuis le début? Moi, je suis là depuis mai 2003, oui. Oui. Ça fait 18 ans que je suis en service au sein du GAL Culturalité. Votre parcours avant ça, c'est quoi exactement? Mais donc, je suis arrivée au sein du GAL un peu au lendemain de ma fin de formation. Donc, je dois dire que c'est la grosse expérience consistante de mon expérience, de ma vie professionnelle en tout cas. Et donc voilà, j'ai répondu à l'offre d'emploi qui avait été diffusée à l'époque pour rechercher une coordinatrice ou un coordinateur. Et donc, je suis entrée en fonction en mai 2003. Mais c'est quelque chose que vous aviez à l'esprit de travailler dans ce genre de domaine, à la valorisation de la ruralité notamment? En fait, j'ai une formation d'architecte paysagiste au départ, et puis j'ai eu l'occasion de partir en France, et là j'ai eu l'opportunité de suivre une formation au centre d'aménagement de l'Université de Tours, une formation qui était vraiment dédiée à ce qu'ils appelaient l'assistance à la maîtrise d'ouvrage en aménagement du territoire au sens large. Et donc, avec vraiment cette volonté, cette vocation pour cette formation de former des techniciens, des ingénieurs territoriaux qui accompagnent les collectivités des territoires en France au développement de dynamiques, notamment partenariales. Et j'avais eu l'occasion, dans le cadre de cette formation, de réaliser des stages assez immersifs dans des communautés de communes ou des pays en France. Et c'est clair que là, s'est révélé à moi la puissance de la coopération entre collectivités, la puissance de la transversalité du développement local, le fait de voir le développement d'une région par les différents bouts de la lorgnette et des thématiques qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et c'est clair que j'ai senti très vite au cours de cette formation que c'était quelque chose qui me parlait et qui serait moteur chez moi à l'avenir. Et cette offre d'emploi auquel j'ai répondu correspondait vraiment tip-top à ce que je recherchais à l'époque. Parler de la coopération, donc c'est cette commune, le GAL Culturalité. Vous avez cité Perouet qui est arrivé en dernier, mais je vais vous demander de citer les 6 autres que vous connaissez évidemment sur le bout des doigts. Oui, mais donc Beauvechin, Élessines, Incourt, Jedogne, Orbjauge, Perouet et Ramilly. Ce sont les 7 communes qui coopèrent depuis toutes ces années ensemble. Voilà, au sein du GAL, mais aussi en dehors du GAL. Voilà. C'était assez logique, en fait, c'est un territoire qui est assez homogène, celui qui est formé par ces 7 communes. Alors, il est homogène, effectivement, pour les partenaires qui s'associent, et on peut épingler plusieurs points qui rassemblent ces différentes communes. Il y a tout d'abord les ressources de ce territoire. Et si on commence par le sous-sol, on a un sous-sol sablo-limoneux qui est très caractéristique de cette région de SB. Alors ici, on est en SB Brabançonne, la SB liégeoise, namuroise également peut se caractériser de cette façon-là. Mais en Brabant wallon, on a vraiment cette sous-région-là qui est importante, qui fait qu'en surface, eh bien, on a depuis toujours une activité agricole très importante qui s'y développe, prospère, dense, parfois intense, et donc qui amène en termes de paysage à un visage paysager assez commun à ces différentes communes, faites de parcelles
de culture qui évolue au gré des saisons, avec quelques bosquets, quelques vergers, et puis un réseau hydrographique assez important où se concentre pas mal de biodiversité dans les vallées. Et puis découle aussi de cette activité agricole des patrimoines emblématiques de la région, ces grandes sangs, ces fermes en quadrilatère, ces fermes qui ressemblent à des navires, comme le disait Julos, qui nous a quittés dernièrement et qui était aussi un emblème de l'Est du Brabant wallon. Et puis le joyau qui est la pierre de Gobertange, cette pierre blanche qui rayonne dans les villages autour de Jodonne, mais au-delà de ses frontières, dans des bâtiments emblématiques comme à Bruxelles ou sur la Grand Place ou à Leuven. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui fait qu'on a un territoire qui est cohérent d'un point de vue de sa géologie, de ses paysages. Et puis, c'est un territoire qui a une cohérence aussi par les dynamiques sociales qui s'y passent. Jodonne comme pôle, avec Perouet également, et aussi d'autres petites polarités. En tout cas, Jodonne est un pôle scolaire important avec de nombreuses écoles secondaires. Notre école également, et donc il y a une mobilité des citoyens et de la jeunesse, en l'occurrence au sein de ce territoire, qui fait vivre ce territoire dans ses interactions, dans les interactions entre les personnes, qui fait vivre les interactions aussi au niveau des loisirs, des besoins de services, de l'économie aussi, de proximité. Et donc on a là un territoire qu'on peut qualifier d'un bassin de vie qui a une cohérence et qui se tient d'un point de vue des dynamiques sociales et culturelles. On a des événements emblématiques aussi comme l'Incroc-Béoué, les fêtes de la Saint-Martin, qui rayonnent à travers tout l'est du Brabant wallon et qui font aussi de cette région, dans une certaine mesure, une terre de tourisme qui est appréciée. La grande thématique sur laquelle l'EGAL travaille, donc, c'est la ruralité. Donc à travers la supracommunalité, ça vous l'avez dit. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante à préserver, cette ruralité ? Elle est importante parce que elle rassemble de très très nombreuses ressources. C'est un réservoir tout d'abord de biodiversité. Les zones rurales accueillent le maillage vert le plus important dans nos régions, en Belgique, en Europe et sur cette planète, qui permet la survie des espèces, le maillage bleu également, avec les ressources en eau. Donc ça, c'est un point effectivement très important qui nécessite une préservation de ces ruralités et d'y associer un développement raisonné pour que l'adéquation entre cette biodiversité, les activités économiques, le développement de l'urbanisation, mais aussi l'activité agricole puisse se faire au mieux. C'est un réservoir de production alimentaire avec l'agriculture. Qui dit ruralité, dit agriculture. Là, l'agriculture fait face à des défis nombreux aussi, avec notamment, pour de nombreuses zones rurales partout en Europe, une recherche un certain retour à une autonomie alimentaire pour ne plus avoir une dépendance trop forte de territoires ou de pays voisins, voire de continents voisins. Et puis c'est un réservoir de vie, c'est un cadre de vie. Les gens, certaines populations et la population qui vivent ont voulu vivre à la campagne, vivre dans cette région. On y vit, on y travaille, et donc c'est un territoire qui nécessite d'être préservé pour qu'on le respecte aussi en y vivant, qu'on ait envie de le respecter et qu'on ait envie aussi de s'y investir d'un point de vue culturel, associatif, mais aussi d'un point de vue économique. Ouais. Et forcément, c'est un territoire aussi qui est en évolution, qui est en mutation, sur lequel il y a des défis, des menaces aussi qui pèsent, ne fût-ce qu'au niveau foncier, évidemment, parce qu'on sait qu'en Brabant wallon, on bâtit de plus en plus et que ça ne va pas s'arrêter. Tout à fait. C'est une des autres caractéristiques qui fait cette homogénéité du territoire de l'Est, c'est les défis qui rassemblent ces différentes communes. Et donc, vous en avez parlé du foncier, effectivement, et c'est lié à un phénomène démographique aussi qui fait que les régions avoisinantes de la nôtre, au centre du Brabant wallon, en région bruxelloise, flamande, le territoire est assez saturé en termes d'urbanisation. Et donc, on observe depuis déjà quelques années, et ça s'amplifie, une vague démographique, mais dans le sens positif du terme, qui nécessite d'être appréhendée au mieux. Les derniers chiffres annonçaient quelque chose de l'ordre de plus de 4000 ménages d'ici 2035, ça veut dire plus ou moins 6000 logements, ce qui est conséquent. Et donc, à côté de ça, on a effectivement un territoire qui a une réserve foncière encore très importante par rapport aux autres régions. Il y a 70% du territoire qui est occupé par l'agriculture, donc c'est une réserve foncière aussi, évidemment. Tout à fait, une réserve foncière importante, avec certaines
zones qui sont vouées à l'agriculture, à l'activité agricole, pardon, et qui resteront vouées à cette activité, et puis d'autres zones qui pourraient aussi accueillir du logement, mais ça doit faire de façon raisonnée. Et là, il y a un intérêt effectivement à partager entre les différentes communes pour partager cette vision du développement de l'urbanisation. Et puis, cette question démographique et foncière, elle en amène un autre défi, qui est le défi de la mobilité. On est sur un territoire qui est voilà, un territoire aussi de transit, parfois entre ces deux artères autoroutières, le 411, le 40. Et là, c'est plus de 11 000 voitures qu'on nous annonce d'ici 2035, avec pas de gare sur le territoire. Un réseau Ravel de mobilité lente qui est précieux pour les territoires, mais malgré tout, le tout à la voiture est important. Et là, il y a un enjeu très, très important. Et puis, il y a des enjeux qui sont des enjeux pour l'ensemble de la planète, des enjeux climatiques, mais auxquels ont affaire évidemment aussi les territoires ruraux. Et donc, là, et par exemple, de nombreuses communes se sont engagées dans la Convention des maires et cherchent aussi à agir en commun sur ces questions d'énergie et de climat. Et je terminerai par l'enjeu biodiversité. Parce que c'est vrai que sur les autres galles wallons qu'on a évoqués juste avant, les autres territoires wallons, on a parfois une présence très forte de biodiversité avec des réserves de nature et des réserves protégées importantes. C'est moins le cas dans nos régions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biodiversité, au contraire, mais elle est à renforcer, à stimuler pour aussi une préservation durable de la ruralité. Oui, vous êtes toujours à la recherche du délicat équilibre entre cette préservation de la ruralité et de tous les aspects que vous avez cités, et le fait que vous voulez aussi que la région se développe d'une certaine manière, soit innovante également. Tout à fait. Qu'elle se développe aussi d'un point de vue économique et qu'elle puisse aussi, par les entreprises qu'elle accueille, générer la création d'emplois non délocalisables. C'est extrêmement important, de nouveau, pour répondre à une population qui arrive sur le territoire et pour que ce territoire ne soit pas qu'un village dortoir. Oui, c'est ça. Et ça agit sur la mobilité aussi, évidemment. Tout à fait, ça agit sur la mobilité. Et donc là, il y a lieu d'être créatif dans les zones pour rendre attractive cette région, à la fois pour attirer un commerce de proximité qui est déjà là, mais le renforcer, lui trouver peut-être des secteurs de mine de niche qui ne peuvent peut-être pas être rencontrés par les pôles commerciaux extérieurs du territoire, et puis des secteurs qui peuvent gérer aussi la vague déferlante de l'e-commerce qui a été renforcée avec le confinement, mais qui a un impact indéniable sur le commerce dans les zones rurales, et puis pouvoir développer des zones d'accueil inspirantes pour les TPE, les PME. Et là, il y a toute une réflexion extrêmement intéressante qui se mène justement avec la province du Brabant wallon, avec l'INBW, la PIBW dans ce secteur, auquel le GAL participe et est très heureux de participer. Alors on parlait de l'agriculture, on le sait, qui est hyper importante en SB. Donc 70% du territoire, ça je l'ai dit, 22 000 hectares, 360 agriculteurs. Ça c'est sur le territoire du GAL Culturalité en SB Brabançonne. Et c'est un point d'attention important pour vous, évidemment. Menez pas mal d'actions à ce niveau-là, surtout en valorisant les pratiques les plus durables. Oui, tout à fait. Nombreux défis pour le monde agricole. Il est certain donc, de mettre en œuvre des pratiques plus durables qui permettent de répondre aux exigences de protection de l'environnement, qui sont là et qui doivent être là, à notre sens en tout cas. Et donc là, il y a une nécessité effectivement de faire notamment interagir le monde agricole et les agriculteurs entre eux pour échanger des bonnes pratiques, établir des connexions. C'est le travail que le GAL fait, notamment à travers des rencontres qu'on appelle les rencontres coins de champ, qui permettent de mettre en évidence des pratiques nouvelles, innovantes, notamment dernièrement, on a organisé une rencontre sur les couverts végétaux diversifiés qui permettent d'amener une protection des sols, de l'eau, aussi de séquestrer le carbone dans le sol, ce qui est très important en matière de défis climatiques, d'apporter aussi compléments fourragers pour les agriculteurs. Et donc, ce sont des techniques qui existent déjà, mais qui sont de plus en plus pratiquées, dont les techniques sont de plus en plus diversifiées. Et donc, on cherche effectivement à diversifier ces pratiques. Et puis, en matière de bonnes pratiques dans le domaine agricole, il y a aussi la question de la diversification. Les agriculteurs cherchent, dans certains cas, à se diversifier. Ces dernières années, il y a eu un développement incroyable
du petit élevage et de l'élevage à la ferme dans une région de grande culture, avec la production de viande dans les fermes de la région. Et puis il y a aussi la question, pourquoi pas, de la production d'énergie. Et donc il y a tout un projet, effectivement, notamment autour du miscanthus, qui est en train de voir le jour et qui peut répondre à cet enjeu de diversification des débouchés en agriculture. Et ça, c'est pour produire de la biomasse, en fait, ce miscanthus. Et là, très concrètement, vous avez poussé pour qu'on utilise ce moyen de produire de l'énergie dans un projet important ici à Jodogne. Oui, donc beaucoup d'entre nous le savent, que la ville de Jodogne, depuis cette fameuse tempête, cherche à reconstruire son hall sportif. Il y a une nouvelle piscine qui va arriver à Jodogne, et donc il y a un grand pôle sportif autour de la plaine de la Gadelle qui va voir le jour. Et là, c'est vrai que le GAL s'est immiscé un peu dans les premières réflexions pour suggérer à la ville de Jodogne de peut-être faire le choix d'un chauffage biomasse avec une ressource d'énergie plus renouvelable et qui peut en partie être trouvée localement. C'est un défi de détail auquel s'est attachée la ville de Jodogne, parce que les dossiers sont plus complexes et la ville ouvre la voie sur non pas ce type de filière biomasse, mais à l'échelle d'infrastructures comme un pôle sportif, c'est un réel défi. Donc voilà, mais c'est un très beau défi. Et effectivement, dans cette filière biomasse, il y a notamment le miscanthus qui peut en partie rentrer à côté du bois. Et le miscanthus peut être planté en bande. Donc il ne s'agit pas de planter des parcelles de monoculture de miscanthus, mais de les planter en bande dans des endroits localisés, sur des espaces plus résiduels dans les parcelles, qui va permettre de limiter à certains endroits le phénomène d'érosion de sol, mais qui va permettre aussi de protéger certaines zones de captage d'eau, puisque c'est une culture qui, hormis la première année, ne nécessite pas d'un temps spécifique, et donc c'est intéressant à cet égard-là. Et c'est une culture qui peut être récoltée avec le matériel agricole qu'ont déjà les agriculteurs. Et le miscanthus, qui peut aussi être important en termes d'inondation, ça, on sait évidemment que c'est une thématique hyper importante. Là, on se trouve dans une pièce du Stampia qui a été impactée par les inondations. C'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez? Oui, en tout cas, là, ça a été un souhait des communes, des 7 communes vraiment, et des 7 bourgmestres notamment, de travailler sur ces questions-là suite de nouveau aux épisodes pluvieux de cet été. Et donc, ils sont engagés ensemble, à engager un coordinateur inondation, à pouvoir créer éventuellement un service de gestion des fossés, des canalisations, et à mener avec le GAL des campagnes de sensibilisation, notamment auprès du monde agricole. Et donc, le GAL ne va pas être à la manœuvre dans ce projet, mais a permis de structurer la réflexion, de faciliter les échanges et de lancer le projet qui pourra être développé par la suite par les 7 communes. Alors, il y a plein de projets, évidemment, autres au niveau agriculture. Il y a aussi le développement d'une filière céréale pour produire du pain et de la bière. Et puis, il y a un espace test maraîcher qui permet à des porteurs de projets de se lancer. Justement, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on voit des résultats concrets pour ces différentes initiatives? Et donc, au niveau des filières céréales panifiables et brassicoles, donc pour faire du pain ou de la farine et de la bière, là, il y a un travail en cours avec d'autres GAL. Et là, le GAL vient en soutien à des initiatives, notamment économiques, et des agriculteurs qui existent sur le territoire et qui viennent de se créer, notamment la coopérative Cultivae, qui joue un rôle de stockage et de négociation entre les agriculteurs du territoire et des brasseurs notamment, ou des moulins pour pouvoir retrouver du blé local. Et donc là, le GAL vient vraiment en soutien dans la négociation avec ces acteurs, dans le fait de les mettre autour de la table, dans la création d'outils de communication tels que ces schémas qui expliquent un peu comment les choses se structurent, parce que notamment au niveau de ces céréales-là, il faut savoir qu'il y a 9% de blé belge qui se retrouve dans notre pain et 5% d'orge qui se retrouve dans nos bières. Et donc là, c'est très peu. Pour toute une série de raisons, ces filières sont complexes et donc ce n'est pas du jour au lendemain que les choses peuvent changer, mais il y a en tout cas toute une série d'agriculteurs qui sont acteurs du changement sur ces questions-là et qui peuvent développer des projets. Et puis en matière de maraîchage, à côté des grandes cultures, de l'élevage, il y a effectivement de nombreux maraîchers sur le territoire et puis des porteurs de projets qui veulent se lancer dans ce secteur-là. C'est un métier complexe d'un point de vue de la commercialisation, d'un point de vue de la viabilité financière, d'un point de vue aussi de la force physique qu'il faut pour tenir ce métier sur le long terme. Et donc avec
des organisations comme le CRAB, CréaJob, Terre en Vue, nous avons effectivement créé un espace test qui permet à des porteurs de projets dans ce domaine de se tester en conditions réelles pendant 1 à 2 années pour pouvoir lancer leur projet. On met une terre à leur disposition, des serres, un système d'irrigation, un accompagnement spécifique qui est proposé par ces structures. Et donc ça permet véritablement d'étayer le projet, de le tester et de voir si voilà, ce que l'avenir lui réserve et s'il est mature pour pouvoir prendre son envol par lui-même. Au niveau de l'agriculture, on pourrait aussi parler de l'opération Millefeuille. Vous plantez des buissons, etc., avec différents acteurs qui sont en lien. On n'aura pas le temps, mais justement, le lien est important dans toute la démarche du GAL Culturalité. La cohésion sociale, vous y travaillez beaucoup. Le lien entre les générations aussi. Oui, tout à fait, le lien entre les générations. Le lien aussi avec le public aîné, et notamment dans cette période de post-confinement, où voilà, on va essayer de répondre, et on essaye de répondre à ce défi d'isolement. Il y a eu une caravane des liens, d'ailleurs. Tout à fait, donc on a mis en route cet été une caravane des liens qui a fait escale devant les maisons de repos et de soins et les résidences-services du territoire pour offrir un moment de convivialité. C'est une action qui paraît toute simple, mais qui effectivement a un retour extrêmement positif de la part des bénéficiaires qui peuvent manger un morceau de tarte, s'asseoir où ils veulent, boire une bonne bière dans un moment musical sympathique. Et donc c'est une caravane, un projet qu'on a créé cet été et qui illustre la capacité et l'agilité que doit avoir le GAL à rebondir sur les conséquences de la crise sanitaire, les enjeux, des opportunités qui peuvent se présenter, des appels à projets pour pouvoir rebondir et proposer des projets qui ont du sens. Ces liens, cette cohésion sociale, ça passe aussi par l'art, la culture, différents événements que vous mettez en place qui vont vers les gens directement. On l'a vu par exemple avec Scène de village. Là, vous vous rendez directement sur la place du village et vous créez de l'animation. Oui, tout à fait. Le cœur des villages, le cœur de cette ruralité, ce sont les villages, c'est l'espace public, c'est le patrimoine. Et Scène de village a cette vocation de mettre en valeur tous ces éléments, de mettre à l'honneur les artistes. Et là aussi, la tournée de cet été, plus que jamais en post-confinement, a permis de mettre en lumière le secteur artistique et culturel et proposer des moments de convivialité, d'échange. Non pas qu'il n'en existe pas si le GAL n'est pas là, soyons clairs, les dynamiques villageoises existent, sont là. Il s'agit ici de les renforcer, de les faciliter, de les faciliter et de mettre des moyens aussi à disposition pour proposer par exemple une programmation culturelle que les associations locales ou les comités de village n'auraient pas forcément l'occasion de mettre en place faute de moyens. Et donc on s'associe, on travaille avec. Notre ADN, c'est la coopération. Le GAL ne travaille jamais seul. Oui. Et donc, que ce soit dans le fait de mutualiser des moyens, d'échanger des bonnes pratiques, de se confronter à une diversité de points de vue, pour nous, c'est la force du GAL. Je pense que c'est la coopération. Ces liens, vous essayez de les créer aussi entre la population et les commerçants locaux, les producteurs locaux. À travers la promotion du circuit court, etc. Il y a plein d'initiatives que vous avez mises en place. Il y a Mon Bon Coin, par exemple, et il y en a d'autres. Mon Bon Coin, c'est une campagne qui était au moment du confinement, dans le cadre d'un projet qui vise à mettre en valeur l'outil numérique, mais à travers et par la collaboration entre les acteurs. Et donc, c'est pour le moment une plateforme numérique qui recense l'ensemble des commerces du territoire, où la porte d'entrée un peu originale est le fait de se faire un cadeau à soi-même, à quelqu'un. Et donc, on va par ces plateformes essayer d'inspirer le citoyen pour la recherche du cadeau idéal. Donc on l'inspire, il faut aller voir sur le site. Et puis on met en connexion avec des commerces de proximité où il peut aller trouver ce cadeau. Et donc pour le moment, cette campagne, à cause de la crise sanitaire, a pris place essentiellement à l'échelle numérique, avec des vidéos, des portraits des commerçants. On espère vraiment d'ici pouvoir, notamment d'ici la fin de l'année, croisant les doigts pour que les choses se passent bien au niveau de la crise sanitaire, prendre place sur des actions physiques sur le terrain avec les commerçants. Alors on n'a pas parlé évidemment de tous les projets du GAL Culturalité en SB Brabançonne, tant il y en a. On aurait pu parler aussi des challenges mobilité que vous mettez en place. On a évoqué un petit peu la mobilité, mais on renvoie évidemment les téléspectateurs à votre site internet où tout cela est super bien expliqué. C'est toujours un peu frustrant. Il y a énormément de détails. Mais cela dit, même si vous faites énormément de choses, et si le bilan, je suppose, est satisfaisant, est-ce qu'il y a moyen d'aller encore plus loin ?
Je pense qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. Toujours moyen parce que déjà, on trouvera toujours, on pourra toujours identifier de nouveaux besoins. Oui. Or, nos projets doivent répondre à des besoins de ce territoire. Il y aura toujours de nouveaux défis, il y aura toujours de nouvelles opportunités d'appel à projets, de nouveaux partenaires qui vont se révéler à nous, d'entreprises, d'associations. Et donc, on pourra toujours aller plus loin. Et comme notre objectif, c'est voilà, de susciter la créativité aussi dans les actions, mais voilà, libre champ à la créativité et donc libre champ aux projets à venir. Oui, et donc on repartira sans doute encore sur des projets pour 6 années après cette période-ci. En tout cas, voilà, oui, on reformulera une candidature, ça c'est certain, oui. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, de nous avoir expliqué toutes les actions menées par le GAL Culturalité. Merci. Merci à vous.